Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour faire un petit retour justement sur le parcours du Canadien en séries éliminatoires, plus particulièrement peut-être la finale. Puis j'avais pas le choix de m'entourer là, de deux grosses pointures là, dans le domaine médiatique. Vous avez reconnu Guillaume Lepage du LNH.com qui avait été là dans une autre vidéo avec Kevin Dubé il y a quelques semaines et mon collègue de la presse canadienne, Alexis Bélanger-Champagne, qui couvre le Canadien pour la PC. Comment ça va, les boys? Ça Ça va va bien, bien, ça. vous? Vous, est-ce que là, on se vous Vous. voit, là? On a-tu le droit Ah de non, se vous mais voyer? c'est pour vous inclure les deux là, Ah, dans OK, ma merci. réponse. Là, on va se vous voyer comme ça. Ouais, ben, comme je disais, on va revenir sur le parcours du Canadien, puis parcours inattendu. Là. Je pense que là, à toutes les rondes, on se disait là, quand est-ce que ça allait arrêter. Finalement, ça s'est arrêté en finale. Puis, justement, vous autres, vous avez couvert ça à Montréal, les deux. Alexis même était à Tampa pour la finale. Est-ce que vous pensez encore, les boys, d'avoir vécu ça, une série comme ça, que deux générations de partisans n'ont pas vu? Là, ça faisait 28 ans là, qu'on n'avait pas vu ça. Là. Moi, pincer, c'est peut-être un grand mot, là. Je sais pas. Je sais, Guillaume, toi, tu es plus jeune, puis j'ai lu ce que tu avais écrit avec Robert là, pour votre blog lnh.com, vos Mhm. espèces d'échanges là, sur le fait que tu vivais ça pour une première fois. J'ai quand même des souvenirs de la run de 93. Fait que c'est certain que ça faisait longtemps. Puis de là à se pincer, je veux dire, dans un cadre professionnel, on n'a pas vraiment le cœur d'un partisan nécessairement. Mais là où on a peut-être été surpris, c'est moi, je me souviens quand le Canadien tirait de l'arrière 3-1 contre Toronto en première ronde, puis il retournait à Toronto, sa galerie de presse, tout le monde se regardait, puis tout le monde se disait c'était fini. Il n'y avait aucune chance. Il restait un dernier match à Toronto, puis c'était la fin. Puis finalement, ils ont remonté contre Toronto, puis comme je disais à Simon, c'est à chaque ronde, on se disait OK, mais là, contre les Jets, ça va être tough. Finalement, les balais, contre les Golden Knights, ça va être tough. Là c'est un vrai test. Puis finalement, on passe à travers. Puis finalement, c'est devenu tough juste rendu en finale. Puis ils ont mangé, ils ont frappé un mur là, un peu. Puis, mais je ne sais pas à quel point, j'ai pas l'impression d'avoir vécu un rêve. Là. C'était aussi un peu d'épuisement professionnel peut-être Ouais. là-dedans. Mais Ouais, non, j'ai c'est pas. ça, ça a été un parcours assez éprouvant aussi, surtout avec le contexte. Là. Tu sais, moi, d'habitude, je pense que ça faisait deux finales avant la pandémie là, que je faisais sur place. Puis là, tu sais, on voyage d'une ville à l'autre, tout ça. Il y a cette fatigue-là, mais on dirait que cette année, il y avait la fatigue, l'écœurantite de Zoom, là, tu sais, à chaque jour, c'est Ouais. pas l'adrénaline d'aller à l'aréna, d'être dans le vestiaire un matin de match. Tu ouvres ton ordi, tu es dans ton salon, ça reste un Zoom, puis tu sais, l'habitude embarque, puis là, c'est ça, c'était moins glamour un peu là, que ça a pu l'être les autres années. Mais tu sais, moi, je me considère quand même privilégié d'avoir vécu ces moments-là, là, surtout, tu sais, j'en reparlais avec des amis, la soirée du 24 juin, Hmm. la victoire dans le match 6, tu sais, c'est un moment comme Québécois, comme amateur de hockey qui était unique. Puis quand tu te dis, bon, il y avait 3500 personnes qui avaient le droit de le vivre Hmm. sur place, il faut vraiment reconnaître qu'on a été privilégié de voir ça. Puis c'est ce côté-là spécial de le vivre dans ma ville qui a vraiment été plus spécial que les autres Coupes Stanley que j'ai vécues. Là. Mais comme disait monsieur PC, dans le contexte professionnel, tu as quand même un certain détachement. Ouais. Puis j'étais quand même heureux d'avoir ce détachement-là quand l'équipe a perdu en finale parce que le Guillaume de 2010, de 2009, peut-être aurait eu besoin d'un peu plus de temps pour s'en remettre. Mais Vous auriez tout non, cassé. regarde, non, c'est ça. Une heure et demie, 2 heures après, j'étais sur le Zoom du Lightning, puis ça s'est bien passé. Là, fait que, Ouais, avec non, Kucherov, là, avec Kucherov, avec les bières, puis en même temps, là. ouais, non, c'est ça. Mais toi, Alexis, tu étais à Tampa aussi. Tu sais, c'était quand même spécial de vivre ça à Tampa parce que eux, leur building, c'était full pin. Là. Il y avait du monde en masse. L'ambiance était. Tu sais, on le voyait à la télé, là, ça brassait en salle. Quand même, de vivre ça à l'extérieur de même, ça devait être quand même plaisant. Là, même si c'était pas à Montréal, là, Tampa, c'est quand même une ville qui brasse un peu. Là. Ça fait 2 années de suite qu'ils gagnent la Coupe. Donc, il y avait quand même une effervescence, là, si on veut, là-bas. Là. Je pense que l'engouement venait peut-être aussi du fait que l'année dernière, ils ont gagné dans la bulle à Edmonton. Puis Hmm.
Donc, il n'avait pas pu avoir ce rapport-là avec les fans. Sinon, c'est certain, c'est ça. De retrouver un building rempli, c'était quand même assez spécial aussi. Mais en tout cas, personnellement, ça ne vaut pas le premier match contre le match numéro 6 contre Toronto quand c'était vraiment le retour. Ouais. Que ça avait été vraiment spécial. Là, de revoir un aréna plein, c'est peut-être aussi le positionnement de la galerie de presse qui est un peu moins agréable à Tampa, mais je veux dire, c'était pas. On est vraiment là, c'est comme si on était dans la dernière rangée des gradins. Par-dessus tout le monde. On n'est pas vraiment dans la foule comme on dit au Centre Bell ou dans d'autres arénas. Mais puis, je sais pas, en termes de bruit, d'ambiance, c'est certain, les partisans étaient dedans. Là, puis c'était le premier match, il y avait 16 000 personnes. Après ça, ils ont augmenté la capacité. C'était rendu à 18 000 pour les deux autres matchs. C'est devenu vraiment fort à un niveau qui ressemble à peut-être ce qu'on peut vivre à Montréal en série. Dans la troisième période du cinquième match, là, c'était bruyant. Avant ça, oui, il y avait de l'ambiance, là, mais c'était pas. Je veux dire, moi, mon point de repère, c'est quand j'avais assisté à un match des séries de 2002 Canadien-Boston. C'est l'année de José Théodore, cette grosse run-là. Puis, mon souvenir, c'est tu criais, puis tu t'entends pas crier. T'entends pas le son qui sort de ta bouche, puis tellement c'est bruyant. Puis, je veux dire, à Tampa, on s'entendait quand même. Là, puis, ça fait que, sauf à la fin du match décisif. Là. Donc, puis c'est certain, c'était particulier là, aussi avec les mesures, ces choses-là. Je veux dire, c'est pas le même monde que ce qu'on vit au Québec. Là. Je veux dire, c'est un peu un choc culturel quasiment d'arriver là-bas, puis personne n'a son masque, l'aéroport est rempli. L'aréna est plein. C'est un peu absurde parce que tu as les entraîneurs et les journalistes qui doivent avoir un masque, mais les 20 000 autres personnes dans l'aréna, non. C'est un peu particulier. À quel moment, je faisais les rondes à toutes les fois, moi puis Daphné, on faisait nos prédictions, puis à quel moment vous avez commencé peut-être à penser que finalement le Canadien en finale de la Coupe, c'était possible? Là? Est-ce que ça a été juste après Vegas ou y avait-tu un petit espoir pareil avant ça? Ou... Moi, j'ai éliminé le Canadien 4 rondes au cours de ce parcours-là. Là. J'ai fini par avoir raison. D'ailleurs, prédiction parfaite en finale. Mais non, honnêtement, j'ai commencé plus à y croire. Je dirais match numéro 5 contre Vegas. Quand le Canadien retournait à Vegas, puis là, c'était 2-2 dans la série. Puis on se disait, bon, il va retourner à Vegas, la foule, tout ça. On va échapper ce match-là, puis là, on va voir s'ils vont être capables de pousser 107. Mais la manière dont ils ont joué ce match-là, je pense que ça a été un de leurs meilleurs des séries. Là. Ils ont laissé vraiment aucune chance. Puis là, quand ils sont revenus à Montréal, on avait l'impression que c'est peut-être que ça se passerait à Montréal. Mais j'y ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment cru. Tu sais, ça venait. Puis écoute, Alexis peut en témoigner. Je pense qu'à chaque match qu'il y avait au Centre Bell, on se disait, là, c'est fini. Là. Je pense qu'on s'est dit que c'était fini là, au match 4, là, quand il est parti au match 4 contre Toronto. Là, il est parti, puis on s'est dit, on se revoit l'an prochain ou au camp d'entraînement, peu importe. Là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que non, vraiment, c'était juste ça continue. C'était une roue qui continue de tourner. On se demandait quand ça allait arrêter. Là, mais en finale, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'y croire beaucoup. Là. Je pense que le match numéro 2 a vraiment scié les jambes du Canadien. Là. C'est plus précisément le but en fin de deuxième période. Là. Moi, j'ai regardé ce match-là au Centre Bell là, pour le premier visionnement. Puis on a vraiment senti même dans le Centre Bell, la foule, c'était une période que le Canadien venait de dominer, puis ça a vraiment coupé les jambes. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça va être un petit peu plus difficile de remonter. Puis je pense que le Canadien était rendu vraiment au bout du rouleau là, à la fin. C'était-tu le TSN Turning Point, ça, ce but-là de Coleman, le deuxième? Parce que le Canadien rendu là, on en parlait avant d'entrer, puis le Canadien avait quand même dominé cette game-là, la deuxième, puis ça avait été... tu disais qu'il était capable de rivaliser avec Tampa, qui est une grande équipe cette année, une puissance dans la Ligue, puis là, il domine, puis là, ce but-là, on dirait qu'il a vraiment cassé les reins, puis on dirait que ça a vraiment tué le momentum ou peut-être l'espoir du Canadien, puis si on ajoute à ça les deux autres buts aussi...
en début de deuxième à Montréal, le match 3. Ça s'est joué à quoi, cette série-là? Ils ont donné le consummate à Vasilevski, mais est-ce que Vasilevski a été. A-tu volé la série? Il n'a pas volé la série. Ça s'est joué où, cette série-là, selon vous? Moi, c'est peut-être juste que la marge de manœuvre était rendue tellement mince contre une équipe contre Tampa. Parce que si tu regardes contre Vegas, dans la série contre Vegas, il y avait eu des matchs, le Canadien avait dominé, ils ont perdu. Il y a eu un match, Vegas a dominé, ils ont perdu. C'est comme s'il y avait un peu plus de marge de manœuvre pour les deux équipes. Les erreurs étaient pas. Tu pouvais faire des erreurs, tu perdais le match, mais tu pouvais revenir le suivant puis être dans la même position. Puis en finale, contre Tampa, je veux dire, puis Duchamp et Richardson en ont parlé, les joueurs aussi, c'est chaque erreur qu'ils ont faite, ils se faisaient mettre un but de temps. Puis la marge de manœuvre était tellement mince contre une machine aussi bien rodée que Tampa. Puis c'est ça, Vasilevski, bon, je suis d'accord qu'il n'a pas eu à être extraordinaire dans la série pour que Tampa gagne. Puis c'est même pas non plus Kucherov qui a dominé. C'est pas un joueur à l'attaque qui a été dominant. Ça a été une contribution. C'est peut-être le match-up, les match-ups dans les deux premiers matchs, là, la fameuse confrontation que le Canadien n'a pas été capable de mettre Dano contre Kucherov au début. Puis il y avait de la misère à contrer l'énergie du trio de Gourde, Coleman, Goudreau. Ouais. C'est peut-être ça aussi que dans la confrontation, aussi au niveau du coaching à ce niveau-là, que Tampa a peut-être eu un petit avantage à ce niveau-là, mais en bout de ligne, c'est juste que c'est ça, la marge de manœuvre contre une équipe aussi forte était tellement mince que les moindres erreurs que le Canadien a faites, c'est ça qui les a tués. Je ne sais pas, Guillaume, comment tu as vu ça? Je pense que tu en as glissé un mot. Je pense qu'au niveau de la profondeur, c'est là que ça a fait la différence parce que les autres équipes que le Canadien a affrontées, bon, tu avais deux trios de tête, que le trio de Dano, puis les autres réussissaient à museler. Mais dans la série contre Vegas, le trio d'Alex Stock et Nicolas Roy, ça a été un des trios avec le plus de papier sablé que le Canadien a affronté en série. Puis là, on l'a eu comme à la puissance 10 en finale contre le Lightning. Puis c'est ça qui a fait, d'après moi, c'est ça qui a fait la différence parce que, OK, tu muselles Kucherov, Point, Stamkos, etc. Mais après ça, tu as le trio de Gourde, puis John Cooper ne se gênait pas pour l'utiliser là, à profusion. Là. Puis le Canadien, on dirait que c'est vraiment ce genre de style de jeu-là qui avait vraiment de la misère à contrer. Des gars qui travaillent pour chaque rondelle derrière le filet, qui sont capables de cycler, de s'installer, de mettre de la pression en échec avant. Ça a été vraiment plus compliqué pour les gros défenseurs. Fait que ça aussi, je pense que ça a été un élément là, au niveau de la profondeur de l'alignement qui a fait une différence dans cette série-là. Puis avec ces trios-là, un trio comme le trio de Gourde, c'est ça, les trios avec plus de papier sablé, je trouvais qu'on revoyait un peu par moment le Canadien d'avril où Duchamp parlait souvent de la fatigue mentale. Quand tu as cette fatigue-là, tu fais des erreurs. Puis c'est ça fait que tu sais, un trio qui te coince dans ta zone, qui fait du gros cycling, finalement, tu as un long chiffre. Ouais. Tu commences à baisser un peu, puis c'est là que tu fais une erreur. En sortie de zone, un revirement, tu dompes pas, tu perds la puck pendant qu'il y a un changement, tu te fais planter un but. Fait que c'était comme les faiblesses du Canadien ont sorti. Puis c'est ça. Autant on parlait de la profondeur du Canadien, à l'interne, il répétait tout le temps, là, c'est ça, on a une belle profondeur, quoi que ce soit, mais la profondeur ne se comparait pas nécessairement, surtout comme aux deux pots, autant à l'attaque qu'en défense. Parce que le Lightning était dans une classe à part. Là. Alors, je veux glisser un petit mot aussi sur Carey Price. On a une vidéo qui va apparaître bientôt avec Max Vanout et Mathieu Vachon, que c'est un scoop, là, ça va s'en venir bientôt. Puis, juste Price, il a été... il disait qu'il n'avait pas bien joué en début de série. Bon, tu sais, il y a quand même eu des buts un peu malchanceux. Tu sais, l'erreur d'Edmondson, c'est quand même pas de sa faute. Ça compte dans un but alloué, mais c'était quand même pas de sa faute. Comment vous avez trouvé le jeu de Price dans le début de série, justement? Est-ce que vous pensez qu'il avait raison de dire qu'il avait peut-être été un petit peu so-so dans ces premiers matchs-là? Oui, je pense que oui. C'est certain que quand tu regardes le portrait d'ensemble, c'est dur de critiquer Carey Price pour un mauvais but rendu en finale, là, parce que tu te dis, ben là, s'il n'avait pas été là dans la série, mais si on analyse vraiment son jeu pour ces matchs-là, moi, j'ai trouvé que, contrairement aux 3 premières séries, il a cédé à des mauvais moments. C'est pas nécessairement des mauvais buts que tu te dis, bon, un gardien doit arrêter ça, mais
je sais pas, on avait tellement été habitués au fait qu'il sortait un petit miracle quand le Canadien en avait besoin que quand ça n'arrivait pas, ben là, on se disait, Carey Price est pas là ou peu importe. Tu sais, moi, le fameux but de Coleman, je me dis, Carey Price était tellement dans sa zone dans les autres rondes que c'est peut-être le genre d'arrêt qui aurait fait le déplacement, fait le gros arrêt en fin de période, ton équipe retourne au vestiaire. Je ne sais pas s'il y avait l'avance à ce moment. Non, c'était 1-1. C'est ça. Il s'est retourné au vestiaire avec l'égalité au moins, puis avec le momentum d'avoir dominé une période, puis on oublie ça, puis on recommence. Mais c'est ça. C'était vraiment les moments clés que j'ai trouvé il n'a pas été capable peut-être de s'imposer autant que des autres ronds, mais c'est pas nécessairement des mauvais buts. Juste un mauvais timing. Il y a comme deux volets que je trouve à ça. Moi, je trouvais que Price, à la fin de la série contre les Golden Knights, qui avait comme juste un poil baissé, juste un petit peu que tu sentais qu'il était peut-être un peu moins alerte, un peu plus. Je trouvais qu'il y avait des signes de fatigue. Ouais. Je trouvais ça intéressant parce qu'en même temps, Peter DeBoer, lui, il avait parlé quand il a sorti Fleury, puis il a rentré le nerf la première fois, blablabla. Il avait commencé à parler de fatigue, qu'il voulait s'assurer que son gardien soit reposé. Fait que je me demandais si Price, que lui, c'est ça. Puis on l'a vu dans les dernières années, quand il est reposé, il est là. Quand il joue beaucoup, ça baisse. Fait que je ne sais pas s'il y a un peu de cette fatigue-là qui est rentrée, mais aussi comme dans le premier match contre Tampa, puis beaucoup dans la série contre Tampa, il y a eu beaucoup de buts que c'est sur des tirs qu'il ne voyait pas. Il y avait plus de circulation devant lui, plus de trafic, ce qui est justement ce que toutes les autres équipes voulaient faire ou disaient qu'ils voulaient faire, puis ils n'arrivaient pas à le faire. Mais tu le vois sur les buts, il y en a plein que il réagissait pas parce qu'il voyait pas la rondelle, il y avait un joueur devant lui, puis ou à la dernière minute parce que il y a eu beaucoup de tirs de la pointe là, qui sont rentrés, des choses comme ça. Puis c'est parce que Tampa a été capable de lui enlever les yeux. Comme tu dis. Ouais. Ben, un exemple de ça aussi, les deux premiers à Montréal. Tu sais, les deux buts à Montréal, le troisième match, c'était des buts que quelqu'un qui est passé devant. Puis... C'est ça, c'est ce que tu as besoin. Tu sais, le Canadien aurait pu faire ça aussi avec Vasilevski, parce que quand Romanov a marqué justement au quatrième match, il y avait quelqu'un qui était devant. Donc, c'est ça. C'est ce que le Canadien n'a pas réussi à faire. Quand vous regardez cette équipe-là, messieurs, est-ce que c'est correct de croire que cette équipe-là peut revenir l'an prochain, être dans le carré d'as, être en finale? Est-ce que ça a été un peu pimpé cette année avec les performances de Price, avec peut-être certains joueurs qui ont éclos, là, Suzuki, Caulfield? Est-ce que l'année prochaine, on peut voir le Canadien encore dans une situation semblable ou aspirer peut-être à la Coupe Stanley encore? C'est pas, le Canadien n'est pas dans une situation comme celle du Lightning ou des Pingouins il y a une couple d'années où tu te dis, bon, c'est une équipe qui est bâtie pour aller jusqu'au bout pendant 4, 5, 6 ans. Tu regardes ça, puis selon moi, ce parcours-là, il est vraiment la preuve qu'en série, si tout s'aligne, ben, tu peux y arriver. Aucune blessure majeure, contrairement à peu près toutes les équipes, blessures, suspension, là, les équipes que le Canadien a affrontées. Tout a bien fonctionné jusqu'en finale. Le gardien faisait les arrêts, des buts à des moments où tu te fais dominer. Là, la prolongation contre Toronto, là, 13-2, les tirs ou je sais pas quoi. C'était à un but de voir ton parcours prendre fin là, puis finalement, ton gardien fait les arrêts, tu continues. Fait que c'est tellement de choses d'impondérables qu'il faut qu'ils s'alignent pour que ça se reproduise que, selon moi, ça va être compliqué, surtout quand tu regardes la section l'an prochain. Juste de faire les séries, ça va être une grosse première étape à franchir. Donc, je ne serais pas prêt à dire que le Canadien est parti pour la gloire pour les années à venir. Non, puis ça a été faire les séries, ça a été un défi aussi cette année. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que puis dans une section qui était jugée faible par certains. Puis moi, je trouve que ça a été la tempête parfaite un peu. Puis Bergevin a toujours refusé de dire qu'il était allé all-in cette année, mais quand tu regardes les faits, je veux dire, il ne s'est pas gardé sa marge de manœuvre qui traînait sur le plafond salarial depuis quelques années. Il s'est mis à la limite, puis pendant toute la saison, il a fallu qu'il gère les contrats. Tu as eu aussi des jeunes sur leur contrat de recrue, dont un jeune qui est arrivé à la fin de la saison, Caulfield, qui pouvait contribuer tout de suite, que ça, c'est des gros bonus. Puis, je voyais le Canadien au début de la saison, puis je voyais ce que Bergevin faisait.
Puis en sachant ce qui s'en venait aussi, que c'est ça, le Tatar, joueur autonome, Dano, Armia, Stahl, bon, Stahl, c'est peut-être pas. Il est arrivé plus tard aussi. Ouais. Mais puis je me disais, puis en sachant que tu as des contrats à donner à le KK qui a prolongé, tu vas avoir Suzuki l'année prochaine. Il doit déjà quasiment penser à Caulfield que si il est en mesure de produire dès l'année prochaine, faire une saison de 20, 25, 30 buts, je veux dire, il va coûter cher à son renouvellement. Ouais. Il n'y aura pas de contrat de transition. Là. Fait que s'il doit gérer ça, moi je trouve que c'est la fenêtre du Canadien, entre guillemets, c'était cette année. Puis Bergevin, il a réussi à pousser et à aller all-in. Il y a eu un résultat qui a été la finale. Mais là, il y a beaucoup de points d'interrogation, je trouve, cet été. Puis c'est pas juste qui part, mais c'est aussi qui il va amener pour les remplacer en fonction de ces départs-là. Là. C'est difficile de voir, de prédire déjà que le Canadien. Puis même l'équipe l'année dernière, je trouvais que c'est une équipe qui pouvait terminer première dans la section nord ou qui pouvait rater les séries. C'était difficile avec les hauts et les bas de ces joueurs-là, vu que tu n'as pas de superstar à l'attaque ou de gars qui vont traîner l'équipe. Tu es un peu dans cette position-là, puis le Canadien demeure dans cette position-là à court terme. Est-ce que, tu parlais justement des joueurs qui allaient peut-être revenir ou qui n'allaient pas revenir. Si on fait, mettons, un petit tour plus ou moins rapide sur certains noms, là. Bon, Philippe Danault, qui va être joueur autonome sans compensation. Là, lui, est-ce que avec les séries qu'il a connues, côté défensif, est-ce que ça devient une signature qui est très importante pour le Canadien? Est-ce qu'on fait encore confiance à Kotkaniemi? Je sais que moi et M. Gould, on a nos opinions là-dessus. Mais bref, est-ce que Danault, c'est un gars qui doit commander peut-être un salaire de 5,5 dans un flat cap, une masse salariale qui n'augmente pas pour 4, 5 ans, 6 ans? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là avec Danault ou on le laisse aller? Ou... Ben, c'est un bon dilemme pour le Canadien parce que tu regardes la profondeur, tu regardes tes jeunes, tu te dis, bon, OK, je suis peut-être équipé pour me passer d'un Philippe Danault d'ici 2, 3 ans peut-être. Mais en ce moment, au moment où on se parle, moi, j'ai de la misère à voir le Canadien laisser partir Philippe Danault. De un, bon, on ne partira pas ce débat-là, mais Philippe Danault, si Jonathan Drouin ne revient pas, c'est quand même le seul Québécois de l'équipe. Donc, ça fait quand même un petit élément de plus à ses arguments là, pour un contrat. Ensuite de ça, quand tu regardes le parcours du Canadien, oui, il y a Carey Price, oui, il y a les jeunes, il y a Suzuki d'excellente série, Caulfield qui a produit au bon moment, mais Philippe Danault, sans son apport défensif, l'apport défensif de son trio, est-ce que le Canadien réussit à faire ça? C'est là où tu vois toute l'utilité d'un joueur de centre défensif. Là, après ça, les questions de salaire puis les comparatifs, est-ce qu'il devrait être payé 5 millions, même s'il ne produit pas, même s'il n'y a pas de temps de jeu en avantage numérique? Ça, c'est vraiment le débat, mais pour moi, ce joueur-là doit revenir. Après ça, le côté salarial, ben, ça va être la grosse question à savoir qu'est-ce que Danault pourrait obtenir, mettons, sur le marché des joueurs autonomes. Qu'est-ce que le Canadien est en mesure de lui offrir, tout ça. Fait que ça va être un très gros dossier, selon moi. Mais je pense pas justement que le Canadien va pouvoir lui donner ou peut lui donner dans sa gestion ce qu'il pourrait aller chercher sur le marché des joueurs autonomes. Puis justement, le dilemme de Bergevin, il est là. Ça revient un peu à la question que tu posais précédemment, Simon. C'est parce que s'il veut continuer à être compétitif dès l'année prochaine, il faut que Danault soit là. Mais sinon, si tu veux continuer à progresser, si ton reset, ça continue, il faut qu'il parte. Puis justement, tu as eu les 2 matchs contre Edmonton, les 2 derniers matchs du calendrier régulier. Danault, il a été laissé de côté. Il était blessé, ou je ne sais plus. En tout cas, il était blessé, mais oui. C'est ça, il était blessé. Puis c'est Evans qui a joué avec Lekonen puis Biron contre le trio de McDavid. Puis il avait été ensemble. C'est ça. Puis c'est justement, dans le monde du plafond salarial, il faut que tu aies des jeunes qui arrivent, puis qui poussent, puis que tu gardes le jeune, puis tu te débarrasses du vétéran qui coûte trop cher, puis qui va nuire à ta structure salariale. Puis c'est un peu fou de s'imaginer que le Canadien commencerait la prochaine saison avec Evans, Suzuki, KK, puis possiblement genre Ryan Poehling.
comme tes 400. Ouais. Le plus vieux, c'est Evans, puis il a 25 ans. Là. Puis il y a il y a une saison complète dans la Ligue nationale. Mais c'est ça. dans ta structure, c'est ça que tu dois faire parce que tu sais que tu vas avoir payé Suzuki, tu sais que tu vas avoir payé Akeke. Puis tu ne peux pas donner un contrat de 7 ans à Dano parce que dans 2 ans, tu es menotté, puis c'est un mauvais contrat, puis tu t'en débarrasses. Puis, mais il y a d'autres enjeux, comme Guillaume le souligné aussi, le fait que si Jonathan Drouin aussi devait changer de camp, si Dano part, tu n'as plus de Québécois, est-ce que le Canadien est prêt à dealer avec ça? C'est un autre débat. Ouais, mais c'est parce que, dans le fond, vous en avez glissé un mot tous les deux, ça repose, Dano, ça repose un peu sur ta mentalité de est-ce qu'on vise encore la coupe? C'est ça, est-ce qu'il reste en ligne un peu? C'est ça. Aussi, parce que si Dano est là, puis que tu te dis, nous, on a encore le stock pour aller se battre dans le corridor ou la Coupe Stanley, ben oui, là, tu as absolument besoin d'un Dano. Si on dit à ce moment-là, ah non, finalement, on va faire un petit pas de recul pour mieux remonter avec les jeunes, ben là, c'est à ce moment-là que Dano devient peut-être un peu je ne veux pas dire outsider parce qu'il est quand même utile, mais juste si tu dis on va y aller avec les jeunes, ben c'est là que tu le perds un peu. Sans que ce soit un recul, c'est peut-être aussi de te dire tu commences avec les jeunes, puis c'est down the line, rendu au deadline, si tu as un joueur qui est disponible, que tu peux aller chercher, puis tu viens boucher les trous, puis ça te permet de gérer ta marge de manœuvre avec le plafond salarial pendant toute la saison. Puis c'est là que tu pousses. Il faut que tu restes à flot pendant la saison. Tu fais les manœuvres avant le deadline pour faire ton push en série. Puis c'est peut-être ça la seule approche possible pour le Canadien s'ils veulent être compétitifs l'année prochaine. Ça va nous donner une très bonne idée sur la manière dont Marc Bergevin voit son équipe. Là, s'il dit, bon, on fait confiance à Evans au centre du troisième trio, puis Keke, on a confiance qu'il va occuper le poste de deuxième centre puis qu'il va être capable de produire, ben là, ça t'en dit un peu plus, mais honnêtement, c'est quand même un gros pari parce que moi, je me dis, oui, OK, ça peut devenir un contrat qui va être lourd pour le Canadien d'ici quelques années, là. Mais on s'entend tous que si les Canadiens réussissent à atteindre la finale l'an prochain ou l'automne d'après, puis qu'ils gagnent la Coupe dans 5 ans, si le contrat de Dano devient lourd, les gens vont accorder un peu moins d'importance à ça. Là, on va dire, bon, ben, regarde, on a gagné, l'équipe a gagné la Coupe l'année passée, puis on est prêt à vivre avec les contre-coups d'une conquête, mais non, c'est ça. Ça va nous montrer exactement où Marc Bergevin s'en va pour la prochaine année puis les suivantes. Est-ce que, on va passer à un autre joueur, est-ce que Tatar, on sait que c'est terminé à Montréal? Ça, on ne s'obstinera pas là-dessus. Je pense que Tatar, il a rendu de fiers services, mais là, malheureusement, quand tu ne fais pas partie d'une run de série de même, que tu as déjà fait 60 points l'année passée, que tu gagnes 5 millions par année, puis là, tu ne peux pas participer à ça. C'est pas mal avec les commentaires, c'est ça, les commentaires de Marc Bergevin lors de son bilan, ça laissait peu de... C'est comme merci pour tes services si jamais il ne revient pas. Là, il ne l'a pas dit, mais c'est comme sous-entendu pas mal. Fait que est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on. Tu sais, un gars comme Perry, mettons, est-ce que 1 an, encore 1 million dans ce coin-là, lui, il a encore son utilité avec ce qu'il a montré en saison et série? Absolument. Là, ça a été peut-être une des surprises cette année, là, quand le Canadien est allé le chercher, tout le monde se disait y a-t-il encore jeu à donner? Même s'il y avait eu des bonnes séries avec Dallas dans la bulle, là, il avait été parfois même la locomotive des Stars. Puis le fait de le voir continuer à produire, jouer ce rôle-là. Il a commencé l'année sur le Taxi Squad, puis il a gagné sa place. En série, c'est un rôle important. Là, même si c'était qualifié de 4e trio, souvent c'était le meilleur trio offensif du Canadien, lui, Stahl puis Armia. Puis là, il peut être le seul des 3 à revenir, là, mais je pense que c'est un incontournable pour son leadership, entre autres, là, aussi dans le vestiaire. Ça semble des échos qu'on avait. On n'avait pas accès au vestiaire cette année, mais des échos qu'on en avait par les joueurs. Il y avait une présence importante aussi. Mais justement, ce trio-là, est-ce que peut-être que Stahl, bon là, si Dano s'en va, peut-être qu'il pourrait être une police d'assurance sur la 4, mais est-ce que Armia, justement, avec ce qu'il a fait, lui aussi, il devient un gars qui, de toute façon, va
doit rester à Montréal peut-être quelques années encore. Là, une renégociation de contrat, puis on le signe à 3-4 ans peut-être encore à Montréal. Ben, je sais pas, lui, à quel point il est prêt à accepter ce genre de rôle-là. De ce que j'ai lu entre les lignes à son bilan, c'était comme... Je sais pas. Pour moi, Armia, oui, mais est-ce qu'il va y avoir des joueurs similaires sur le marché, des joueurs autonomes que tu vas pouvoir signer peut-être un peu moins cher puis qui vont être capables d'amener à peu près la même chose qu'Armia? Je pense que oui. Là, c'est pas un joueur d'exception vraiment. Mais je suis d'accord avec M. Bici. Ça a été un des très bons trios. Là. Ces trois gars-là en possession de rondelles, là, ils ont beau pas avancer très, très vite, mais essayer de leur enlever la rondelle, c'est assez difficile. Surtout Perry, là, honnêtement, c'est assez demandé s'il y avait un aimant sur son bâton. Des fois, là, il était tout seul, il y avait 4 bâtons, 3 paires de patins, puis c'était lui qui ressortait avec la rondelle de l'autre côté. Là. Ça m'a vraiment impressionné. Mais non, Armia, selon moi, ça va dépendre de ce qu'il veut comme rôle, puis ce qu'il veut au niveau monétaire. Ensuite de ça, tu peux aller voir s'il y a des options similaires moins chères sur le marché. Je suis d'accord que tout va être le prix demandé. Le prix, va jouer là. Ouais, c'est ça. Si ces demandes sont trop élevées, on oublie ça. Mais sinon, moi, je suis pas certain qu'il y a beaucoup de joueurs qui se comparent à Armia. Avec le Canadien. Non, mais même sur le marché, parce que un gars de gros comme lui, c'est un gros gabarit, puis il a quand même des bonnes mains. Souvent, c'est pas un joueur d'énergie. Les soirs où Armia joue un gros match, c'est le meilleur joueur sur la patinoire. Ça n'arrive pas souvent, malheureusement. C'est 1 sur 5, 1 sur 10. Mais ce soir-là, je veux dire, il est hallucinant à voir aller. Puis, est-ce que... C'est ça. Ça fait qu'en bout de ligne, ça revient à ses exigences, à ses demandes. Puis si le Canadien est prêt à égaler ça ou quoi que ce soit, parce que je pense pas que justement le Canadien sur le marché des joueurs autonomes ou une transaction pourrait facilement trouver un joueur qui se compare. Mais ça veut pas dire que, sans que ce soit un joueur qui se compare en termes de style ou quoi que ce soit, ou de production, il peut quand même avoir des options intéressantes possiblement, puis pour mettre dans cette chaise-là, sans que ce soit le même type de joueur. Puis, qui est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les 4 trios en désavantage numérique et avantage numérique. Puis rapidement, avec Kotkaniemi, est-ce que c'est un bridge, un contrat pont 2-3 ans, ou est-ce que le Canadien se commet tout de suite avec 6, 7, 8 ans? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Le Canadien n'a pas le choix d'y aller avec un contrat pont, là, parce que... Ouais, c'est ça. Parce que... C'est aussi déterminant pour les contrats qui sont à venir, là, parce que j'entendais des gens, on donne 3 millions à Suzuki l'an prochain. C'est parce que si Suzuki fait 60-65 points, lui, à sa négociation, il va arriver avec ses statistiques puis il va dire excusez, vous donnez 3 millions à lui puis il a fait 35 points. Ça se pourrait que, c'est parce qu'il faut que tu alignes ça parce que t'as Suzuki qui s'en vient, t'as Caulfield l'année d'après, donc il faut pas que tu peux pas te permettre d'y aller en ligne avec un jeune joueur parce que les autres vont se fier sur ce contrat-là pour baser leurs exigences. Fait que ça pourrait compliquer les choses pour le Canadien, mais je pense que je vois mal les arguments là, de Kotkaniemi en ce moment pour demander un contrat faramineux. Là. Fait que, selon moi, ça va être un bridge. Même son agent aurait avantage à demander un bridge parce que c'est ça. On prend 2 ans puis c'est le bon vieux pari sur toi. Là, tu vas avoir un contrat à 2-3 millions, mais si tu produis dans 2 ans, on va te signer à 6-7 millions. Fait que ce serait un peu absurde là, qu'il se ramasse avec un contrat de durée maximale dès cet été. Surtout avec les stats qu'il a montré dernièrement, l'année passée aussi. Puis, à l'inverse, ce serait peut-être une bonne chose pour le Canadien s'il décide de parier vraiment sur lui et de dire, regarde, on te donne 7 ans à, je sais pas moi, 4,4 millions. Puis, 5 millions. D'ici quelques années, s'il devient vraiment là, le prochain Barkov ou le prochain Kopitar, ce sera une aubaine. Là, mais ça, j'en doute encore un petit peu. On en doute un petit peu. Moi aussi, j'en doute un petit peu. Mais bon, on n'a plus de temps là, pour s'éterniser sur Kotkaniemi parce qu'on pourrait faire 2-3 heures sur lui. Écoute, on va suivre ce qui va se passer avec le Canadien cette année. La période des joueurs autonomes, ça s'ouvre 28, je pense. 28 juillet. 28 juillet.
on verra ce que ça va donner pour le Canadien à ce moment-là. Est-ce qu'il va être capable de peut-être bouger certains joueurs aussi? On parlait de Drouin tantôt. Peut-être que Drouin va se faire échanger. On ne sait pas s'il va revenir. Fait que, on va suivre ça. Merci beaucoup, les boys, d'être passés sur la chaîne. Toujours un plaisir. D'habitude, moi et Alexis, on travaille ensemble. Là, on n'a pas travaillé ensemble depuis un bout à cause que c'était le Canadien. Ça s'est parti en folie, mais toujours plaisant. M. Gould, on se parle toujours aussi régulièrement. Fait que, Merci de l'invitation. Ben oui, puis Bon, s'il y a d'autres choses, je vous referai signe. On reparlera du Canadien, puis on aura du plaisir à analyser ça pour les gens qui écoutent, là, les millions de gens qui écoutent. excellent. Salut. Merci. Là. Merci. Salut.